Ma sœur jumelle a passé 3 mois à se faire passer pour moi, à vider mes cartes de crédit, à laisser des petits mots provocateurs après avoir pénétré chez moi, puis elle s'est pointée avec un avocat pour m'exiger de l'argent. Alors j'ai inversé la situation d'une façon qu'elle n'oubliera jamais. Ma sœur jumelle a toujours été meilleure que moi en tout, et elle ne ratait jamais une occasion de nous le rappeler. Tout a commencé avec une simple glace quand on avait 6 ans. J'avais choisi un sorbet arc-en-ciel, elle avait pris menthe chocolat. Le mien avait un goût de vomi trempé dans une cuvette de toilette, j'ai immédiatement tout jeté. Le sien était délicieux. Bien joué, ont crié nos parents. On a toujours su que tu étais la meilleure des deux. Ils riaient comme si c'était une blague, mais je savais que ça ne l'était pas. Avançons jusqu'en 3e, pendant nos premiers vrais examens. Vanessa passait son temps à dire que réviser était une perte de temps, qu'on n'a qu'une jeunesse. Moi, j'étais en train d'étudier dans ma chambre à 2 heures du matin quand elle a déboulé pour chercher un chargeur. En me voyant devant mon manuel ouvert, elle s'est figée comme un lapin pris dans les phares. « Tu révises? T'es sérieuse ?» J'ai juste levé les yeux au ciel et fermé la porte. Les jours suivants, Vanessa ne décollait plus de ses bouquins. Au début, j'étais contente pour elle, jusqu'à ce que les résultats tombent. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander combien elle avait eu. Elle a couru vers moi en agitant sa feuille sous mon nez. « Haha, j'ai eu un A+. Et toi, t'as eu quoi ?» Je lui ai montré mon A. Elle s'est pliée en deux de rire. Je le savais, je suis plus intelligente que toi. Mais le pire moment est arrivé plus tard, au dîner. Ma sœur a sorti une copie plastifiée de son devoir. Mes parents ne m'ont même pas demandé ma note qu'ils étaient déjà en train de l'applaudir. Mon père rayonnait de fierté. « J'ai eu un A », ai-je murmuré quand le bruit s'est un peu calmé. « Tu devrais prendre exemple sur Vanessa », a répondu aussitôt ma mère. À partir de là, j'ai commencé à m'isoler. Je passais tout mon temps à la maison avec notre chat noir, Minuit, et je refoulais toute envie de leur parler. Alors, quand la période des candidatures à l'université est arrivée, j'étais électrisée à l'idée de quitter enfin la maison. Vanessa était avec moi quand elle a reçu l'email de son université de rêve. Elle sautillait sur sa chaise comme une enfant hyperactive. Et là, en rouge bien voyant, refusé. La lumière dans ses yeux s'est éteinte au bout de 10 secondes. Elle s'est tournée vers moi. « Tu pourrais dire à papa et maman que t'as supprimé par erreur mon email d'admission? Comme ça, ils croiront que c'est pour ça que j'y vais pas. » J'ai soupiré. « Je sais pas. Merci, t'es vraiment la meilleure », m'a-t-elle coupé. Pendant les semaines qui ont suivi, Vanessa était presque gentille avec moi pour me remercier. Quelques jours plus tard, à table, je lui ai demandé de me passer les carottes. « Pourquoi je te passerai quoi que ce soit, sale manipulatrice ?» Elle a hurlé. J'ai massé mes tempes en silence, en me préparant. « Maman, Daisy a supprimé l'email qui disait que j'étais acceptée à l'université, et à cause d'elle, j'ai loupé la date limite. » Le bruit de la fourchette de ma mère heurtant l'assiette a résonné. Mon père a recraché son eau. « On a toujours su que t'étais jalouse de Vanessa, mais à ce point-là, c'est choquant, » a dit mon père avec une certitude glaçante. Je leur ai à peine parlé après ça. Même une simple conversation tournait toujours autour de cet email. Alors, quand j'ai fini le lycée, partir était une évidence. Je ne suis jamais rentrée pour les fêtes, et appeler mes parents était trop pénible. Donc j'ai arrêté aussi. À la place, je leur commandais des cadeaux sur Amazon pour Noël et leurs anniversaires. Et comme Vanessa n'est jamais allée à la fac, je lui offrais aussi quelque chose. 4 ans plus tard, j'ai terminé l'université. Je les ai tous invités à ma remise de diplôme. C'était la première fois que je les revoyais depuis des années. On s'est retrouvés pour les photos après que j'ai reçu mon diplôme. Ça aurait pu être Vanessa, a été la première chose que ma mère m'a dite. J'ai pincé l'arête de mon nez. C'est mon diplôme qu'elle devrait avoir, a ajouté Vanessa. Et là, ils ont pris ma toge et mon chapeau pour les mettre à Vanessa, afin de la prendre en photo à ma place. En regardant les photos, Vanessa a remarqué que mon doigt couvrait l'objectif. « Tu sabotes toujours mes réussites. Quelque chose en moi s'est brisé. » Ah, un peu comme quand t'as été recalée de ton université de rêve et que t'as laissé croire que c'était ma faute. La mâchoire de mes parents est tombée. Vanessa a blêmi. « De quoi tu parles ?» a-t-elle demandé en riant, mais ça sonnait faux. « Tu te souviens, en terminale, quand tu m'as demandé de faire comme si j'avais supprimé ton email d'acceptation parce que t'avais pas eu ta place ?» Ma mère regardait Vanessa comme si elle ne la reconnaissait plus. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Pas vraiment, mais un peu, je suppose, » a bafouillé Vanessa. Elle a été interrompue par mon père qui s'est approché pour me faire un câlin en murmurant « Je suis désolée ». Je l'ai doucement repoussée, j'ai récupéré ma toge et je suis retournée à ma chambre universitaire. Bon débarras. La gérante, une femme fatiguée nommée Victi, a lancé les images de surveillance sur son vieux PC. On y voyait Vanessa, très clairement, en train d'utiliser ma carte à la caisse. Elle achetait des pizzas et des jetons avec des amis que je ne connaissais pas. Après que je lui ai expliqué la situation, Victi m'a autorisé à filmer l'écran avec mon téléphone. De retour dans ma voiture, j'ai vérifié mes emails. 3 nouveaux messages de mes parents. Je ne les ai même pas ouverts. Je savais déjà ce qu'ils allaient dire. Encore et toujours la même histoire. Vanessa, la pauvre victime. Moi, la méchante. Mon téléphone a sonné. Maman, j'ai laissé filer vers la messagerie, puis écouté le message. Daisy, tu dois présenter tes excuses à ta sœur. Elle pleure depuis ce matin. Tu as ruiné sa santé mentale avec tes mensonges. Rappelle-nous immédiatement. Un autre appel est arrivé. Papa, cette fois, je l'ai rejeté et j'ai bloqué temporairement leur numéro. J'avais besoin de calme pour réfléchir. Le lendemain matin, des coups violents à ma porte m'ont réveillée. Ma colocataire était déjà partie pour les vacances d'été, j'étais donc seule. En regardant par le Judas, je n'ai vu personne.
En ouvrant la porte, j'ai découvert une pile de courriers glissés en dessous. Lettres de refus de cartes de crédit, toutes à mon nom, pour des cartes que je n'avais jamais demandées. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine en les ouvrant. 5 sociétés différentes. 5 demandes faites durant la dernière semaine. Toutes utilisaient mon numéro de sécurité sociale. J'ai appelé chaque entreprise, ma voix devenant de plus en plus affolée à mesure que les réponses arrivaient. 2 cartes avaient été approuvées avant que la fraude ne soit détectée, et les 2 avaient été utilisées jusqu'à leur limite. Sacs de marque, chaussures, bijoux, des milliers d'euros de dettes à mon nom. J'ai lancé des alertes de fraude auprès des 3 bureaux de crédit, mais les dégâts s'étendèrent déjà. En étant mise en attente chez Experian, j'ai ouvert Instagram. Vanessa avait créé un nouveau compte, le dressing de Vanessa, marque authentique à prix réduit. Elle vendait tout ce qu'elle avait acheté avec mon identité volée. J'ai créé un faux compte et lui ai envoyé un message prétendant vouloir acheter un sac Louis Vuitton. Elle a répondu aussitôt avec les infos de paiement et l'adresse de retrait. Son adresse. Capture d'écran, ajoutée directement à mon dossier de preuve. Cet après-midi-là, j'ai entendu des voix dans le couloir, des voix familières. J'ai regardé par le Judas. Mes parents et Vanessa s'approchèrent de ma porte. Comment étaient-ils entrés dans l'immeuble? Ils ont frappé et je suis restée silencieuse, mon téléphone en mode enregistrement. On sait que tu es là, a dit ma mère. Le responsable de l'étage nous a laissé entrer. Ouvre la porte. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. Qu'est-ce que vous voulez? Mon père a levé un dossier. L'avocat de Vanessa a préparé des papiers. Tu dois juste les signer pour confirmer que tu as autorisé les achats. Vous êtes que devenu fou? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vanessa s'est avancée. Signe les papiers et Daisy. Ça devient ridicule. Tu as volé mon identité. Je n'ai rien volé, a-t-elle crié. Tu me dois ça. Tu as toujours tout eu sur un plateau. Moi? J'ai tout eu. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Pendant que toi? Pendant que quoi? Que j'ai été refusée à la fac? Que tu me narguais avec ta réussite? J'ai droit à une compensation. J'ai juste repris ce qui me revenait. Je continuais de filmer discrètement derrière la porte. Ma mère tentait de l'apaiser, mais Vanessa ne s'arrêtait plus. 4 ans. 4 ans pendant lesquels tu vivais ta petite vie parfaite à la fac pendant que j'étais coincée ici. Alors oui, j'ai utilisé ta fichue carte. Avec ton beau diplôme, tu peux te le permettre. Vanessa, tenta de l'interrompre mon père. C'est quoi quelques milliers d'euros pour Mademoiselle Parfaite? T'as même pas dû t'en rendre compte. Jusqu'à maintenant. J'ai lentement refermé la porte, puis j'ai sauvegardé l'enregistrement sur 3 services cloud différents. Ils ont continué à frapper et hurler pendant 10 minutes, jusqu'à ce que la sécurité intervienne enfin. Le soir même, j'ai rencontré mon ami Nicolas, un camarade de la fac de droit. Il avait été diplômé 1 an avant moi et travaillait maintenant dans un petit cabinet en centre-ville. Autour d'un café, je lui ai montré toutes les preuves. C'est du vol d'identité à grande échelle, a-t-il dit, tout en rédigeant des courriers de mise en demeure sur son ordinateur. Tu dois porter plainte immédiatement. On a passé 2 heures à préparer tous les documents. Nicolas a proposé de me représenter gratuitement, outré par ce qu'on m'avait fait. À la fin, j'avais un paquet de lettres prêtes à être envoyées. Le lendemain matin, j'ai vu 17 appels manqués de mon patron. Mon estomac s'est noué. Je l'ai rappelé aussitôt. Daisy, heureusement que tu rappelles. On a reçu un appel hier disant que tu démissionnais immédiatement. J'ai trouvé ça étrange vu que tu venais d'obtenir ton diplôme. Mais les RH étaient déjà prêts à traiter la demande. Mes mains tremblaient. Je n'ai jamais appelé. Je ne démissionne pas. Je m'en doutais. La personne au téléphone ne paraissait pas du tout professionnelle. Elle ne cessait de dire que tu ne méritais pas ce poste. Tu peux venir aujourd'hui pour régler ça avec les RH? Je me suis rendue au bureau en pyjama, sans même me changer. Le responsable RH, Klaus, a retrouvé les enregistrements d'appels. C'était le numéro de portable de Vanessa. Elle n'avait même pas essayé de le cacher. Il va falloir que vous déposiez une plainte officielle, m'a dit Klaus. C'est très grave. Quelqu'un qui se fait passer pour une employée pour saboter sa carrière, c'est du jamais vu ici. J'ai passé 3 heures dans ce bureau à remplir des formulaires et donner des déclarations. Ils m'ont assuré que mon emploi n'était pas menacé, mais je voyais bien leur inquiétude. Quel genre de drame familial j'apportais dans leur entreprise? En rentrant chez moi, j'ai reçu une notification Facebook. Mon ex de 2e année, Cole, m'avait envoyé un message. C'est bizarre, mais je pense que quelqu'un se fait passer pour toi sur une appli de rencontre. Elle pose des questions super étranges sur ta vie perso. Mon cœur s'est serré. Je l'ai appelé immédiatement. Cole, quelles questions? Des trucs hyper précis sur tes habitudes, où tu ranges tes documents importants, si t'as des photos compromettantes de la fac. Je savais que c'était pas toi, vu les fautes d'orthographe. Je lui ai expliqué la situation. Cole a accepté de jouer le jeu pour m'aider à récolter des preuves. En moins d'1 heure, la fausse Daisy lui avait envoyé des dizaines de messages essayant de récolter de quoi me faire chanter. Ce soir-là, j'ai installé une caméra de sécurité dans ma chambre universitaire et changé les serrures. Le gérant de l'immeuble n'était pas ravi, mais en entendant mon histoire, il a fait une exception. J'ai aussi commandé un petit coffre-fort pour mes papiers. 2 jours plus tard, en revenant des courses, j'ai trouvé ma porte entrouverte. La nouvelle serrure avait été forcée. L'appartement était sans dessus-dessous. Tiroir ouvert, papier partout. Mon passeport et mon acte de naissance avaient disparu. Mais la caméra, elle, n'avait pas été touchée. J'ai lancé la vidéo sur mon téléphone. Vanessa, encore une fois, apparaissait à l'écran, entrant avec une clé. Une clé que seuls mes parents possédaient. Elle a passé 20 minutes à tout fouiller, à prendre en photo mes relevés bancaires, à voler mes documents. Elle a même laissé des petits mots dans la pièce. On n'échappe pas à la famille. Sur mon miroir. Abandonne. Sur mon écran d'ordinateur. J'ai immédiatement appelé la police.
l'agent O Victoria a pris ma déposition pendant que son collègue relevait les empreintes. Les policiers étaient particulièrement intéressés par les images de la caméra de surveillance. C'est une effraction, un vol et une usurpation d'identité, a déclaré l'agent Victoria. Avec toutes ces preuves, on peut sans aucun doute aller de l'avant avec des poursuites. En attendant le rapport officiel de la police, j'ai contacté Vida, la meilleure amie de Vanessa au lycée, sur Facebook. On s'entendait bien à l'époque, et elle avait toujours semblé voir clair dans le petit jeu de Vanessa. Elle m'a rappelé dans les minutes qui ont suivi. « Mon Dieu, Daisy, j'attendais depuis des années que quelqu'un lui tienne enfin tête. Elle a fait la même chose à sa coloc de fac. Voler sa carte bancaire, dépenser des fortunes, puis elle a convaincu tout le monde que la coloc mentait. Tu accepterais de faire une déclaration officielle ? Bien sûr, j'ai même des textos où elle s'en vante. Elle trouvait ça drôle. La semaine suivante, j'ai construit méthodiquement mon dossier. Relevé bancaire, vidéo de surveillance, témoignages, enregistrement de sa confession. Mon ami avocat, Nicolas, m'a aidé à tout organiser dans un dossier complet et structuré. Puis, Vanessa a paniqué, et elle a fait une erreur. Elle m'a appelé depuis un numéro inconnu. J'ai enregistré l'appel. « Daisy, on peut arranger ça. Je te rends tes papiers et je rembourse une partie si tu abandonnes tout. » Une partie ? Bah, je peux pas rendre ce que j'ai déjà vendu. Mais je te donne, disons, la moitié ? C'est équitable, non ? Équitable ? Tu m'as volé mon identité, Vanessa. Tu m'as volé ma vie. Elle a hurlé. Toi, t'as pu aller à la fac, avoir ton diplôme, partir. Moi, je suis restée ici à être comparée à toi chaque jour. Ce n'est pas ma faute. Si, c'est ta faute. Tout est de ta faute. Papa et maman ne parlaient que de toi. Daisy a eu un stage. Daisy a eu une bourse. Et moi ? Tu aurais pu faire autre chose. Aller en BTS, trouver un emploi, construire ta vie au lieu de me voler la mienne. Elle a raccroché. Le lendemain, mes réseaux sociaux ont explosé. Vanessa avait posté sur toutes les plateformes, en taguant des amis communs, des membres éloignés de la famille, tout le monde. Selon ses publications, j'étais instable mentalement. Je l'avais agressée à la remise de diplôme, et j'inventais des histoires de vol par jalousie. Certaines personnes l'ont cru. J'ai reçu des messages m'encourageant à consulter, me demandant pourquoi j'inventais de telles accusations contre ma propre sœur. Alors j'ai posté ma propre version. Les vidéos, les relevés bancaires, les captures d'écran, les rapports de crédit, tout. Le vent a tourné aussitôt. Les commentaires affluaient, indignation, choc, colère. Plusieurs personnes m'ont écrit en privé pour partager leurs propres histoires de vol ou manipulation par Vanessa. Mon téléphone a sonné. Maman, j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Daisy, sa voix était faible, brisée. On a tout vu. Les images, les preuves. On ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir. Tu peux venir, s'il te plaît ? Ton père et moi, on a besoin de te parler, de s'excuser, de réparer ça. Je suis retournée chez moi, pour la première fois depuis des années. La maison n'avait pas changé, mais tout paraissait plus petit, plus étroit. Maman m'a ouvert la porte avec les yeux rougis. Papa était à la table de la cuisine, plus vieux que dans mes souvenirs. Sur son ordinateur, la vidéo passait en boucle. Il l'avait regardée encore et encore, cherchant à comprendre comment ils avaient dû passer à côté. « On t'a laissé tomber », dit simplement papa. « On vous a toutes les deux laissé tomber. Mais surtout toi. » Vanessa était là aussi, assise dans un coin comme une enfant qu'on vient de gronder. Elle n'osait pas me regarder. « Dis-lui », dit maman d'un ton ferme. « Dis-lui tout. » Et Vanessa a parlé. De la rancœur accumulée au fil des ans, de comment chaque succès de ma part lui semblait une attaque personnelle, de comment elle s'était persuadée qu'elle méritait une compensation, comment tout avait commencé par quelques achats Amazon, puis comment tout avait dérapé. « J'étais en colère », a-t-elle murmuré. « T'as pu partir, devenir quelqu'un de nouveau. Moi, je suis restée, la jumelle ratée. Tu n'as jamais été un échec. Tu l'as choisi. Chaque fois que tu avais une chance, tu as choisi la facilité. Et quand ça ne suffisait plus, tu as choisi de me voler. Les plaintes ont été déposées. Les compagnies de cartes de crédit ont lancé leurs enquêtes avec toutes les preuves. Mes demandes de remboursement ont été acceptées. L'argent a commencé à revenir petit à petit. Vanessa a été inculpée pour usurpation d'identité, effraction et fraude. Son avocat a négocié un accord. Travaux d'intérêt général, mise à l'épreuve, thérapie obligatoire. Elle devait aussi me rembourser intégralement. Mais plus important encore, la vérité avait enfin éclaté. La thérapie familiale a commencé 3 semaines plus tard. C'était gênant, douloureux, rempli de larmes et de reproches. Des années de favoritisme, de manipulation et de comportements toxiques ont été mises à nu dans ce bureau beige. Je pensais bien faire, a admis maman durant une séance. Je croyais qu'en complimentant Vanessa, elle gagnerait confiance. Je n'avais pas compris que je créais un monstre et que je détruisais mon autre fille. La thérapeute a ajouté doucement que les séances individuelles de Vanessa avaient révélé de l'anxiété, de la dépression et un trouble de la personnalité. Ça n'excusait rien, mais ça expliquait. Petit à petit, dans la douleur, on a reconstruit, pas la famille qu'on aurait voulu être, mais quelque chose de nouveau, avec des limites, des responsabilités et de la vérité. Vanessa a trouvé un emploi, s'est inscrite en BTS, a commencé à bâtir sa propre vie au lieu d'essayer de voler la mienne. Je suis restée distante au début. Je venais aux séances de thérapie, et c'est tout. La confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Mais j'ai commencé à voir des changements. Des vrais. Vanessa s'excusant sans attendre de pardon. Mes parents m'appelant pour prendre de mes nouvelles, sans me comparer à personne. Des repas de famille où mes réussites étaient reconnues, et non balayées.
Ce n'était pas parfait. Certains jours restaient difficiles. Certains proches pensaient encore que j'en avais fait trop. Certains amis avaient pris parti. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Libre des dynamiques toxiques de mon enfance. Libre des comparaisons incessantes et des manipulations. Libre d'être moi, sans excuse ni justification. La fille qu'on avait toujours dit inférieure, qu'on avait accusée d'être jalouse, à qui on avait volé la réussite, était enfin debout dans sa propre vérité. Et cette vérité nous avait libérés. La voix de la représentante de la banque grésillait à travers mon téléphone pendant que je restais assise en tailleur sur le sol de mon studio, entourée de relevés imprimés et de transactions surlignées. Elle m'expliquait le processus d'enquête pour fraude pendant que je prenais des notes, furieuse. La capture d'écran du texto de Vanessa aidait, mais il fallait encore des preuves plus solides pour lier directement les achats non autorisés à elle. Après avoir raccroché, j'ai passé en revue chaque dépense. L'achat au Container Store avait eu lieu pendant mon examen final de chimie organique. Celui chez Chuck E. Cheese était le lendemain de la soutenance de mon mémoire. Chaque transaction correspondait à un moment où j'étais trop submergée pour surveiller mes comptes. Mon ordinateur a émis un ding. Nouvelle notification email. Encore une lettre de refus de carte de crédit, cette fois envoyée par voie électronique. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Demande soumise, la veille. Même numéro de sécurité sociale. Nouvelle adresse, celle de l'appartement de Vanessa. J'ai immédiatement appelé le service antifraude de Capital One. La représentante m'a confirmé que 5 autres demandes avaient été faites auprès de différentes banques au cours de la semaine. Mon estomac s'est noué à mesure qu'elle les énumérait. Certaines avaient été signalées comme suspectes, mais 2 cartes avaient déjà été approuvées et envoyées en urgence, à l'adresse de Vanessa. Toujours au téléphone, j'ai ouvert mon compte Credit Karma. Mon score de crédit avait chuté de 150 points. Des années de gestion financière prudente, réduites à néant en quelques jours. La représentante m'a guidée pour placer des alertes de fraude, mais elle m'a prévenue. Les dommages déjà causés mettraient des mois à être réparés. Ma chambre universitaire me semblait soudain étouffante. Il me fallait de l'air, réfléchir. J'ai attrapé mon dossier de preuves et suis partie à la bibliothèque du campus. L'environnement calme m'a permis de retrouver un peu de clarté mentale. Première étape, documenter chaque détail de manière rigoureuse. Deuxième, empêcher que d'autres dégâts ne soient faits. Troisième, rassembler assez de preuves pour stopper Vanessa une bonne fois pour toutes. La bibliothèque était presque vide. Période d'été oblige. J'ai réquisitionné une salle d'études et étalé tout mon matériel. Relevés bancaires, capture d'écran, lettres de refus. Tout devenait plus clair une fois devant moi. Vanessa avait testé les limites pendant des mois avec de petits achats sur Amazon, avant d'escalader vers la fraude à la carte bancaire. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer, puis j'ai réalisé que j'avais bloqué mes parents. Évidemment, c'était maman. Daisy, c'est ridicule. Ta sœur est bouleversée. Elle dit que tu inventes tout parce que tu es jalouse de sa nouvelle entreprise. Nouvelle entreprise? Ai-je répété, abasourdie. Elle vend des articles de luxe en ligne. Très entreprenante, tu devrais en prendre de la graine au lieu de lancer des accusations sans fondement. J'ai raccroché sans répondre. Sur Instagram, j'ai retrouvé son nouveau compte, le dressing de Vanessa. Postés il y a quelques heures, des photos de sacs à main, chaussures, bijoux de luxe, tous achetés avec mon identité volée. Les prix étaient largement gonflés par rapport au prix d'origine. En quelques clics, j'ai créé un faux compte. J'ai envoyé un message au sujet d'un sac Gucci, jouant la cliente enthousiaste. Elle a répondu presque immédiatement avec les instructions de paiement et l'adresse de retrait. En espèces, chez elle. Capture d'écran, dossier de preuve. Le lendemain matin, nouveau chaos. 3 autres lettres de refus dans ma boîte mail. Et une acceptation. Discover avait validé une carte avec une limite de 5 000 $. Malgré les alertes, la carte avait été utilisée jusqu'à sa limite et clôturée quelques heures après son émission. Je suis retournée chez Chuck E. Cheese, espérant retrouver la gérante, Victi. Le restaurant sentait la pizza grasse et les produits d'entretien industriel. Victi se souvenait de moi et fut étonnamment coopérative. Elle a ressorti la vidéo de surveillance montrant Vanessa, clairement identifiable, en train d'utiliser ma carte de débit. « Je peux avoir une copie ?» ai-je demandé, en essayant de ne pas laisser transparaître ma panique. Elle a regardé autour d'elle, hésitante. Normalement, c'est interdit, mais elle a sorti son téléphone. Filme l'écran. Je dirais que je n'ai rien vu. Je l'ai remerciée chaleureusement, filmant bien le visage de Vanessa à l'écran, en train de rire avec ses amis, passant ma carte comme si de rien n'était. L'heure sur la vidéo correspondait parfaitement avec celle de mon relevé bancaire. De retour dans ma voiture, j'ai vu plusieurs appels manqués. Un message vocal glaçant m'attendait. Mon employeur. Daisy, nous avons reçu un appel préoccupant à ton sujet aujourd'hui. Merci de contacter les RH dès que possible. Mes mains tremblaient. J'ai appelé Klaus, le responsable RH. Il a décroché à la 2e sonnerie, avec un ton professionnel mais inquiet. Quelqu'un a appelé en se faisant passer pour toi. Il a dit que tu voulais démissionner pour raison de santé mentale. Le discours était très alarmant. Ce n'était pas moi, ai-je répondu entre mes dents. On s'en doutait. La personne s'est mise à déblatérer que tu ne méritais pas ton poste. Peux-tu venir pour déposer un rapport? J'ai foncé au bureau sans même me changer. Klaus avait déjà retrouvé l'enregistrement. L'appel venait du portable de Vanessa. Elle n'avait même pas tenté de le masquer. C'est du harcèlement grave,
a déclaré Klaus en rédigeant le rapport. Il nous faudra des documents pour notre service juridique. 3 heures plus tard, j'ai quitté le bureau, rassurée quant à mon emploi, mais inquiète pour ma réputation. Et si Vanessa contactait d'autres employeurs potentiels? Sur la route du retour, j'ai reçu un message Facebook. Cole, mon ex de 2e année. Il m'avait envoyé une capture d'écran. Quelqu'un utilisant mes photos l'avait matché sur une appli de rencontre, posant des questions personnelles. Je l'ai appelé immédiatement. Quel genre de questions? Où tu habitais? Qui étaient tes colocataires? Si tu avais des photos gênantes ou des anecdotes embarrassantes. Je savais que ce n'était pas toi. Elle m'appelait par un prénom qui n'était même pas le tien. On a monté un plan. Cole jouerait le jeu pour récolter des preuves. J'ai tout documenté. En quelques heures, la fausse moi lui avait envoyé des dizaines de messages, tentant de collecter du matériel pour du chantage. L'orthographe était désastreuse, typiquement celle de Vanessa. Ce soir-là, j'ai investi dans des équipements de sécurité. Une nouvelle caméra pour ma chambre, des serrures renforcées, un coffre pour mes documents importants. Le gestionnaire de l'immeuble était d'abord réticent, mais a fini par accepter après que je lui ai tout expliqué. J'ai aussi changé tous mes mots de passe à l'aide d'un gestionnaire sécurisé. 2 jours de calme relatif. J'en ai profité pour organiser les preuves, déposer les plaintes et travailler avec Nicolas sur les documents juridiques. Il avait rédigé des lettres de mise en demeure et m'expliquait mes options pour porter plainte au pénal. Puis, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé la porte entrouverte. Ma nouvelle serrure avait été crochetée, des marques fraîches sur l'encadrement. À l'intérieur, chaos, tiroirs vidés, papiers éparpillés, objets personnels fouillés. Mon passeport et mon acte de naissance, que j'avais bêtement laissé dans mon bureau, avaient disparu. Mais la caméra avait tout filmé. J'ai lancé la vidéo sur mon téléphone, la colère montant à chaque seconde. Vanessa, encore elle, entrant avec une clé. Une clé que seuls mes parents possédaient. Elle a passé 20 minutes à fouiller, photographier mes documents bancaires, voler mes papiers d'identité. Elle s'est même arrêtée pour laisser des petits mots. Tu ne peux pas fuir ta famille. Collé sur mon miroir. Abandonne. Scotché sur mon ordinateur. J'ai appelé le 911 immédiatement. L'agent O Victoria est arrivé en moins de 30 minutes, pendant que son collègue prenait les empreintes digitales. En regardant la vidéo, elle a confirmé « C'est une effraction, un vol et une usurpation d'identité. Avec des preuves aussi nettes, on peut clairement aller en justice. » En attendant le rapport de police, je me suis souvenue de Vita, la meilleure amie de Vanessa au lycée. On s'entendait plutôt bien à l'époque, et elle avait toujours semblé voir clair dans les manipulations de Vanessa. Je l'ai retrouvée sur Facebook et lui ai envoyé un message. Sa réponse a été quasi immédiate. « Oh mon Dieu, Daisy. J'attendais depuis des années que quelqu'un la confronte enfin. Je peux t'appeler ?» Quelques minutes plus tard, Vita me racontait des années de manipulation qu'elle avait observées. Elle a fait exactement la même chose à sa colocataire de première année, volé sa carte de crédit, accumulé des centaines de dollars de dettes, puis convaincu tout le monde que la coloc mentait. « J'ai même des captures d'écran où elle s'en vante », a-t-elle ajouté. « Tu serais prête à faire une déclaration officielle ? » Absolument. J'en ai assez de la voir faire du mal aux gens. Dans les jours suivants, j'ai construit mon dossier de manière rigoureuse. Relevés bancaires prouvant les transactions frauduleuses, vidéos de surveillance de plusieurs lieux, témoignages de Vita et d'autres personnes s'étant manifestées, enregistrement de la confession de Vanessa à travers la porte. Nicolas m'a aidé à organiser toutes les pièces dans un dossier juridique solide. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des numéros inconnus, probablement mes parents. Je laissais tout aller sur la messagerie. Mon objectif était la gestion de crise, pas la confrontation. Chaque bureau de crédit avait désormais un signalement de fraude à mon nom. Ma banque m'avait émis de nouvelles cartes avec une sécurité renforcée. Mon employeur documentait le harcèlement pour une éventuelle action en justice. Puis Vanessa a craqué. Un soir tard, un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai eu le réflexe d'enclencher l'enregistrement avant de décrocher. « Daisy, il faut qu'on parle. Ça va trop loin. Tu es entrée par effraction dans ma chambre, Vanessa. Je cherchais quelque chose qui m'appartient. Qu'est-ce qui pourrait bien t'appartenir dans mon logement étudiant ?» Silence. Elle ne s'attendait visiblement pas à la question. « Écoute, faisons un arrangement. Je te rends tes documents et je rembourse une partie de l'argent, si tu laisses tomber. Une partie ? Je peux pas rendre ce que j'ai déjà vendu, mais je peux te donner la moitié de ce que j'ai gagné. C'est équitable, non ? Équitable ? Tu m'as volé mon identité. Tu as failli me faire virer. Tu as détruit mon crédit. Tu as ruiné ma vie. Elle a perdu tout sang-froid. T'as tout eu. La fac, la liberté, un avenir. Moi, je suis restée ici à me rappeler chaque jour que je n'étais pas toi. Alors tu as décidé de voler ma vie au lieu de créer la tienne ? Je méritais une compensation. 4 ans à entendre. Pourquoi tu n'es pas plus comme Daisy ? Tu me dois ça. Je ne te dois rien. Tu as fait tes choix. Quel choix ? Je n'ai pas choisi d'être refusée à l'université. Je n'ai pas choisi d'être la jumelle ratée. Mais tu as choisi de mentir, de m'accuser, de me voler au lieu d'assumer. Elle a raccroché. Mais j'avais tout enregistré. Le lendemain matin, mes réseaux sociaux ont explosé. Vanessa avait publié sur toutes les plateformes, taguant amis communs, cousins éloignés, toutes les personnes que nous connaissions. Selon elle, j'étais mentalement instable, jalouse de sa réussite, et j'inventais des mensonges délirants pour détruire son entreprise. Certaines personnes l'ont cru. Les messages sont arrivés par dizaines. « Tu vas bien ? Tu devrais consulter ? Pourquoi inventer de telles choses ?» D'autres, qui nous connaissaient mieux, ont exprimé des doutes. Mais Vanessa avait toujours été convaincante. Alors j'ai répondu avec la vérité. J'ai publié un long post structuré, avec les preuves. Les vidéos de surveillance de l'effraction, les relevés bancaires montrant les achats frauduleux,
les captures d'écran de ces ventes d'objets volés, les rapports de crédit montrant les demandes fictives. Tout était classé chronologiquement et avec clarté. La réaction a été immédiate. Les commentaires ont afflué. Choc, colère, incrédulité. Plusieurs personnes m'ont contacté en privé pour partager leurs propres expériences avec Vanessa. Vol, manipulation, mensonges, d'anciens camarades de classe, collègues, même des membres éloignés de la famille qu'elle avait escroqués au fil des ans. Mon téléphone a sonné. Maman, j'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai décroché. Daisy, sa voix était différente, plus douce, brisée. On a vu ta publication. La vidéo, est-ce que tout ça est vrai? Chaque mot. Ton père et moi, on a besoin de te voir, s'il te plaît. Pourquoi faire? Me dire encore que je gâche la vie de Vanessa? Pour s'excuser, pour comprendre comment on a pu te blesser autant. Le lendemain, je suis retournée dans la maison de mon enfance, l'estomac noué. Tout avait l'air inchangé, et pourtant plus petit. Maman m'a ouvert la porte, les yeux rougis. Papa était assis à la table de la cuisine, son ordinateur portable affichant encore ma publication. Ils avaient revu la vidéo des dizaines de fois, tentant de comprendre. Leur enfant modèle qui s'introduisait chez moi, qui me volait, qui sabotait ma vie par vengeance. On lui avait donné la clé, a murmuré maman, en cas d'urgence. On n'a jamais imaginé. Vanessa était là, assise dans un coin. Fini la manipulatrice sûre d'elle. Elle avait l'air petite, vide, démasquée. « Dis-lui », ordonna papa. « Dis-lui tout, maintenant. » Et enfin, la vérité est sortie. Comment la rancune s'était enracinée pendant des années. Comment chacun de mes succès lui semblait une attaque personnelle. Comment elle s'était convaincue qu'elle méritait réparation. Comment tout avait commencé avec un simple achat Amazon, avant de se transformer en vol d'identité. « Je te détestais », a-t-elle avoué. « T'as pu partir, t'as pu devenir quelqu'un. Moi, je suis restée ici, à ne rien être. Tu n'étais pas rien, tu as choisi de ne rien faire. Ce n'est pas pareil. Facile à dire pour toi. T'avais les notes, les lettres d'admission, un avenir, parce que j'ai travaillé pour. Pendant que tu faisais la fête, j'étudiais. Pendant que tu fuyais les responsabilités, je les affrontais. Tu aurais pu faire pareil. Tout le monde me comparait à toi. Pourquoi t'es pas comme Daisy? Daisy ne ferait jamais ça. Regarde comme Daisy s'en sort bien. Je ne pouvais pas t'échapper. Alors tu as essayé de devenir moi. Le silence est tombé. Maman a tendu la main vers moi. Je me suis reculée. Des années de douleur ne s'effacent pas avec une simple conversation. Les semaines suivantes ont été floues. Les plaintes ont été déposées. Les compagnies de cartes ont lancé leurs enquêtes à partir de mes preuves. Progressivement, les charges frauduleuses ont été annulées. Les fonds volés, remboursés. Mais la reconstruction de mon crédit allait prendre du temps. Vanessa a été formellement inculpée pour usurpation d'identité, effraction et fraude. Son avocat a négocié un accord, travaux d'intérêt général, mise à l'épreuve, thérapie obligatoire et remboursement intégral. Elle a échappé de peu à la prison. La thérapie familiale a commencé 3 semaines plus tard. La thérapeute, une femme douce nommée Dr Martinez, nous a aidés à explorer des années de dysfonctionnement. Le favoritisme que j'avais toujours ressenti a été reconnu. Le comportement permis de Vanessa, analysé. Les fissures profondes de notre famille, exposées. Je croyais bien faire, a craqué maman lors d'une séance. Vanessa me semblait si fragile à côté de Daisy. Je pensais qu'en la valorisant davantage, elle prendrait confiance. En réalité, vous avez créé un sentiment de droit, a observé doucement Dr Martinez, et fait sentir à Daisy qu'elle n'existait pas. La thérapie individuelle de Vanessa a révélé une profonde anxiété, de la dépression et un trouble de la personnalité possible. Cela n'excusait pas ses actes, mais ça donnait un contexte. Elle avait passé des années à construire un récit victimaire pour éviter toute responsabilité. Lentement, douloureusement, nous avons commencé à reconstruire. Pas la famille que nous avions été. Cela s'était perdu à jamais, mais quelque chose de nouveau, avec des limites, avec de la responsabilité. Vanessa a trouvé un emploi dans un magasin, s'est inscrite en BTS, a commencé à construire sa propre vie au lieu d'essayer de voler la mienne. Je suis restée à distance. Je venais aux séances de thérapie, mais je maintenais mes frontières. La confiance, une fois brisée, prend du temps à se reconstruire. Mais peu à peu, j'ai vu des changements. De vrais changements. Vanessa s'excusait sans attendre de pardon immédiat. Mes parents m'appelaient pour prendre de mes nouvelles sans me comparer à personne. Les dîners de famille devenaient des moments où mes réussites étaient reconnues plutôt que minimisées. Certains proches pensaient encore que j'avais exagéré. Certains amis ont pris parti. Le chemin n'était pas sans embûches. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Libre des dynamiques toxiques qui avaient défini mon enfance. Libre des comparaisons constantes et des manipulations. Libre d'être moi, sans excuses, sans explication. La fille qu'on avait toujours traitée comme inférieure, qu'on avait blâmée pour les échecs de sa sœur, à qui on avait volé et tordu la réussite, était enfin debout dans sa propre vérité. Et cette vérité nous avait libérés, tous. Les marches du tribunal s'étendèrent devant moi comme une montagne. Je serrais mon dossier de preuves, observant Vanessa et son avocate discuter près de l'entrée. Maman et papa restaient entre nous, figés, le visage marqué par l'épuisement des semaines de déposition et d'audience. À l'intérieur, la procureure a présenté le dossier avec méthode. Les vidéos de surveillance passèrent sur l'écran du tribunal. L'effraction, le saccage de ma chambre, le vol de mes documents. Le visage du juge se durcissait à chaque nouvel élément. Relevé bancaire, rapport de crédit, capture d'écran de la revente d'objets volés. L'avocate de Vanessa a tenté de limiter les dégâts,
dépeignant sa cliente comme une jeune femme troublée ayant fait des erreurs. La procureure a répliqué avec le témoignage de Vita, les preuves de Cole sur l'usurpation en ligne, le rapport de Klaus concernant l'usurpation professionnelle, et enfin, l'agent Victoria présentant les chefs d'accusation. Pendant la pause, je me suis retrouvée dans les toilettes, éclaboussant mon visage d'eau froide. Vanessa est entrée derrière moi. Nos reflets côte à côte dans le miroir montraient deux vies bien distinctes. La mienne, fatiguée mais résolue. La sienne, désespérée, acculée. Elle a ouvert la bouche, mais son avocate l'a vite rattrapée, lui murmurant de ne pas parler à la victime. Je les ai regardés partir, essuyant lentement mes mains. De retour en salle, Vanessa a pris la parole. Sa voix tremblait. Elle a tout avoué. Les informations bancaires volées, les fraudes, l'effraction, l'usurpation. La rancune accumulée au fil des années, crachant par bribes tout ce qu'elle avait retenu. Le verdict est tombé, net, coupable sur tous les chefs, usurpation d'identité, effraction, fraude, harcèlement. La peine serait prononcée plus tard, mais la condamnation était là, définitive. Les épaules de Vanessa ont tremblé quand l'huissier a énoncé les charges. Dehors, les journalistes s'étaient massés. Quelqu'un les avait informés du procès des sœurs jumelles. Avec l'aide de Nicolas, j'ai traversé la foule sans répondre à aucune question. Mes parents me suivaient, le visage caché. Le lendemain matin, c'était le chaos. Mon téléphone explosait de notifications. La presse locale avait relayé l'affaire. Une sœur jumelle vole l'identité de l'autre dans une fraude complexe. Mon visage, extrait de mes réseaux sociaux, s'affichait partout, aux côtés de la photo d'identité judiciaire de Vanessa. J'ai éteint mon téléphone et me suis concentrée sur la suite. Les agences de crédit réclamaient des documents mis à jour. Ma banque, des formulaires supplémentaires. Chaque entreprise impliquée voulait ses propres preuves. Des heures passées en attente à répéter la même histoire. Nicolas a rédigé une déclaration officielle pour mon employeur, clarifiant que j'étais la victime. Klaus, DRH, m'a appelé personnellement pour m'assurer que mon poste n'était pas menacé. Mais je sentais l'inquiétude dans sa voix. Ce genre de publicité n'était bon pour personne. 3 jours plus tard, la sentence est tombée. 2 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général, thérapie obligatoire, remboursement intégral. Pas de prison, grâce à l'accord de plaider coupable de son avocate. J'étais dans la salle, observant Vanessa entendre sa peine. Elle semblait rétrécie, affaiblie par le poids de ses choix. À la sortie, maman m'a rejointe sur le parking. Les mains tordues d'anxiété, elle a parlé de thérapie familiale, de pardon, de tourner la page. Je l'ai écoutée sans rien promettre. Mes clés pesaient lourd dans ma main. Les premiers chèques de remboursement sont arrivés quelques semaines plus tard. De petites sommes d'abord, puis des montants plus conséquents. Vanessa avait vendu sa voiture, vidé ses économies. Chaque paiement était accompagné d'un courrier juridique froid, de la paperasse glaciale pour des années de trahison. J'ai utilisé l'argent pour rembourser les dettes frauduleuses, réparer mon crédit, payer mes frais juridiques. Le reste, je l'ai mis de côté, en prévision du chaos potentiel. Mon score de crédit remontait lentement. Chaque point, une petite victoire. Le travail est devenu mon refuge. Je me plongeais dans mes projets, restais tard pour éviter de penser à tout ça. Mes collègues savaient qu'il s'était passé quelque chose, mais respectaient mon silence. De temps à autre, quelqu'un mentionnait avoir vu l'histoire à la télévision, mais changeait rapidement de sujet face à mon regard. Un soir, Cole m'a envoyé des captures d'écran. Vanessa avait créé de nouveaux comptes sur les réseaux, sous de faux noms. Elle se présentait comme victime du système judiciaire, clamant que je l'avais piégée. Les publications n'avaient pas trouvé beaucoup d'écho. La plupart des gens l'avaient reconnue grâce à la couverture médiatique. J'ai tout envoyé à Nicolas. Il les a transmis à l'agent de probation de Vanessa. Quelques jours plus tard, tous les comptes avaient disparu. Un avertissement officiel avait été donné. Tout nouveau harcèlement violerait les conditions de sa liberté surveillée. Maman appelait chaque semaine, me laissant des messages auxquels je répondais rarement. Chaque message semblait plus désespéré que le précédent. Des nouvelles de la thérapie, des progrès de Vanessa, la santé de papa. Le stress avait aggravé sa tension artérielle. Je sentais la culpabilité revenir, mais je la repoussais. 6 semaines après le début de l'approbation, j'ai reçu un colis inattendu. Pas d'expéditeur. Mais l'écriture sur l'enveloppe m'était familière. À l'intérieur, mon passeport et mon acte de naissance. Un post-it, avec un simple mot. Je suis désolée. J'ai fait authentifier les documents pour m'assurer qu'ils n'étaient pas falsifiés. L'agent du bureau des passeports m'a regardé étrangement lorsque j'ai expliqué pourquoi. Encore une humiliation de plus dans une longue série. 2 mois plus tard, mon bail arrivait à échéance. J'ai trouvé un nouvel appartement, à l'autre bout de la ville. Vanessa ne connaissait pas l'adresse. Les déménageurs sont arrivés tôt. Ma vie emballée en carton. Je n'ai laissé aucune adresse de transfert à la gestion. Le premier soir, dans mon nouvel appartement, je me suis assise au sol, un plat à emporter sur les genoux. Seule, mais libre. Des cartons s'empilaient autour de moi, chacun symbolisant un nouveau départ. Mon téléphone vibrait avec des messages. « Tu vas bien ? Tu as besoin d'aide ?» Je l'ai éteint et me suis concentrée sur le déballage. La semaine suivante, j'ai reçu une proposition de promotion. Un nouveau poste, plus de responsabilités, un meilleur salaire. Mon supérieur a mentionné avoir été impressionné par ma gestion des récents événements. Langage professionnel, pour dire que j'avais survécu à un scandale public. J'ai accepté immédiatement. Vanessa a été assignée à son travail d'intérêt général par le tribunal. Trier les dons dans une friperie locale. L'ironie n'échappait à personne. La fille qui avait volé des articles de luxe pour les revendre en ligne
se retrouvait à manipuler les vieux vêtements d'inconnus. Par curiosité, je suis passée devant la boutique une fois. À travers la vitrine, je l'ai vue plier des habits, sous la surveillance attentive d'une responsable. Elle a levé les yeux quand ma voiture est passée. Nos regards se sont croisés un bref instant. Je n'ai pas ralenti. Les appels de maman devenaient plus rares, mais plus émotionnels. Dans un message vocal, elle parlait d'une avancée majeure en thérapie. Vanessa aurait enfin reconnu le mal qu'elle m'avait fait. La thérapeute disait que la guérison familiale pouvait commencer. J'ai supprimé le message sans l'écouter jusqu'au bout. Les alertes de surveillance de crédit étaient devenues routinières. Chaque mois, je vérifiais s'il y avait eu une nouvelle fraude. Chaque mois, rien. Peu à peu, l'hypervigilance s'estompa. J'ai cessé de vérifier chaque jour, puis chaque semaine. Des progrès mesurés en petite liberté. Nicolas m'a invité à la soirée de fin d'année de son cabinet. J'ai failli refuser, puis je me suis forcée à y aller. Il fallait bien recommencer à vivre normalement. J'ai fait la conversation avec ses collègues, évité les sujets familiaux, me concentrant sur le travail. Plusieurs m'ont dit avoir suivi l'affaire, impressionnés par ma dignité face à la tempête. Sur le chemin du retour, je suis passée devant mon ancien quartier. Les lumières de Noël scintillaient sur les maisons familières. Je me suis demandé si maman avait décoré cette année, si papa, malgré sa santé, l'aidait encore, si Vanessa était là ou en train de finir ses heures de service. Mon nouvel appartement, lui, était resté sans décoration. J'avais acheté un petit sapin, jamais monté. Le travail occupait mes journées, laissant peu de place à l'esprit des fêtes. J'ai commandé des cadeaux en ligne pour mes amis. J'ai sauté la famille. Au moment de cocher les noms de mes parents, j'ai fermé l'onglet. Les paiements de restitution de Vanessa continuaient d'arriver. Chaque chèque rappelait ce qui s'était passé. J'ai mis en place un dépôt automatique pour ne plus voir le papier à en-tête de son avocat chaque mois. Le solde remontait lentement. Une réparation. Un message inattendu de Vita est arrivé. Elle avait croisé Vanessa à l'épicerie. Politesse gênée, échangée. Puis Vanessa s'était éclipsée rapidement. Vita m'a dit qu'elle avait l'air plus calme, moins en colère. Je l'ai remerciée pour la mise à jour, puis j'ai changé de sujet. Un matin, mon supérieur m'a convoqué. Un nouveau projet nécessitait quelqu'un de méticuleux, capable de gérer des informations sensibles. Mes épreuves récentes avaient prouvé ma fiabilité. J'ai accepté, reconnaissante de la confiance malgré tout. Le projet m'a absorbée. Semaines de longues heures à documenter, sécuriser, organiser. Je trouvais un apaisement dans cette clarté. Pas de drame familial, pas de manipulation émotionnelle, juste du travail net, concret. Un soir, alors que je classais des dossiers tardivement, la sécurité a appelé. Quelqu'un m'attendait dans le hall. Mon sang s'est glacé, jusqu'à ce qu'il précise, un homme plus âgé. « Papa ?» Je leur ai demandé de lui dire que j'étais déjà partie. Il a appelé depuis le hall. Sa voix était fatiguée, éteinte. « Je voulais juste te parler, savoir comment tu vas, m'excuser encore, te donner des nouvelles de ta mère aussi. Le stress l'a beaucoup affecté. Je l'ai écouté sans répondre. » J'ai terminé l'appel par une promesse vague de rester en contact. Le lendemain, j'ai visionné les images de sécurité. Il avait attendu plus d'1 heure avant de repartir. Les épaules basses, le pas lent. Je n'ai rien ressenti. Plus de colère, juste du vide. L'agent de probation de Vanessa m'a contacté pour un témoignage d'impact à inclure dans son dossier. J'ai mis plusieurs jours à le rédiger, essayant de capter l'ampleur de ce qu'elle avait causé. Les dommages financiers étaient simples à quantifier. Le reste, beaucoup plus difficile. Je l'ai envoyé sans relire. Le printemps est arrivé avec ses promesses creuses de renouveau. Je me suis concentrée sur le travail, sur mon crédit, sur la distance. La promotion apportait son lot de défis. Les week-ends servaient aux courses et aux repas préparés, pas aux dîners en famille. Une invitation de mariage est arrivée, une amie de fac, avec accompagnant. J'ai répondu, seule. Aucune explication requise. Le jour venu, j'étais soulagée de ne pas avoir à répondre aux questions sur la famille. Les ponts étaient définitivement brûlés. Pendant les danses avec les parents, je suis sortie prendre l'air. Le froid m'a aidée à calmer une vague de tristesse. Pas pour ce qui avait été, mais pour ce qui aurait pu être. Une famille qui célèbre, au lieu de voler. Des parents qui voient leurs 2 filles, pas une seule. Je suis rentrée pour le gâteau, sourire poli en place. La famille de la mariée semblait si normale, fonctionnelle. Sa sœur apportait un toast émouvant, sans jalousie. J'ai pensé, savent-elles la chance qu'elles ont? Le lundi, retour à la routine, travail, maison, répétition, stable, prévisible. Mon crédit avait bien remonté. La promotion me donnait une vraie sécurité. Mon nouvel appartement ressemblait enfin à un foyer. De petites victoires bâtissant une vie loin du chaos. Selon les registres du tribunal que je consultais parfois, Vanessa avait terminé son service communautaire en avance. Sa probation continuait, mais les heures obligatoires étaient faites. Je me suis demandé ce qu'elle allait faire, puis j'ai chassé la pensée. Ce n'était plus mon problème. Maman a envoyé une lettre à mon bureau. Elle savait que j'avais déménagé. Des pages manuscrites parlant de thérapie familiale, de prise de conscience, d'espoir de réconciliation, des progrès de Vanessa, du fait qu'il me manquait. Je l'ai classé avec les autres, sans réponse. Le premier anniversaire du verdict est passé en silence. J'ai travaillé tard, commandé un repas, regardé une série sans intérêt. Pas de célébration, juste un instant de recul. Tout ce qui avait changé, tout ce que j'avais reconstruit, jusqu'où j'étais arrivée. Nicolas m'a appelé avec les nouvelles juridiques. Tout était en ordre, aucun manquement à l'approbation. Le système fonctionnait. Il a ajouté que Vanessa avait demandé une libération anticipée pour bonne conduite. Une procédure standard, peu de chances d'acceptation. J'ai remercié puis raccroché. Retour à mes tableurs. Les chiffres avaient une logique que la famille n'avait jamais eue. Des colonnes nettes,
Pas de double sens, pas de manipulation, juste des données, des objectifs, clairs. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu, une photo de l'annonce de remise de diplôme de Vanessa à son école technique. Avec 2 ans de retard, mais enfin accompli. Je l'ai bloqué sans répondre. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits, peu importe le temps. L'été est arrivé, et avec lui, une offre d'emploi, d'une entreprise concurrente, meilleur salaire, nouvelle ville, nouveau départ. J'ai passé des semaines à y réfléchir. Ce n'était pas l'argent qui m'attirait le plus, mais la distance. Un endroit où personne ne connaissait l'histoire de la sœur jumelle qui m'avait volé mon identité. J'ai accepté le poste, avec un préavis généreux. Mon employeur actuel a tenté de me retenir, mais ma décision était prise. Il était temps de rompre complètement les liens. Mes collègues ont organisé une petite fête d'adieu, délicate, sans jamais évoquer les raisons qui rendaient ce départ si souhaitable. Faire mes valises avait une autre saveur cette fois. Je ne fuyais plus. Je choisissais. Chaque carton portait le nom d'un futur que j'avais décidé. Je contrôlais tout. Le camion de déménagement, les billets d'avion, l'appartement. Chaque étape planifiée sans aucune interférence familiale. Lors de ma dernière semaine en ville, je suis passée une dernière fois devant la maison de mon enfance. La voiture de maman était garée, le jardin de papa, à l'abandon. La vieille voiture de Vanessa, disparue, vendue pour rembourser. Je n'ai pas ralenti. Je ne me suis pas sentie appelée à m'arrêter. Juste un regard vers ce que je laissais derrière. Le camion est arrivé comme prévu. Les déménageurs, professionnels, silencieux, n'ont posé aucune question. Carton après carton, ils ont chargé ma vie entière. La liberté, cette fois, se mesurait en mètres cubes. J'ai quitté la ville au coucher du soleil, volant vers mon nouveau poste. Les lumières de mon ancienne vie sont devenues de plus en plus petites, jusqu'à disparaître complètement. Quelque part là-bas, ma famille poursuivait sa thérapie, son processus de guérison. Sans moi, ma nouvelle ville m'a accueilli sous la pluie et les embouteillages. Mon immeuble, moderne et impersonnel, me semblait parfait. J'ai dirigé les déménageurs, déballé les essentiels, commandé à manger dans un restaurant qui ne connaissait pas encore ma commande habituelle. Tout était neuf, inconnu. Le travail a commencé le lundi suivant. De nouveaux visages, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Le service RH a traité mes documents sans poser de questions sur les vérifications d'antécédents ou les articles de presse. Un véritable nouveau départ. Je me suis plongée dans la formation avec soulagement. Les semaines ont passé, entre adaptation, apprentissage des lignes de bus, des cafés du coin, découverte d'un supermarché et d'une salle de sport. Des routines construites par moi, pour moi. Mon ancien numéro était déconnecté. Seuls mes contacts professionnels avaient le nouveau. Mon téléphone restait calme. Un soir, en déballant les dernières boîtes, je suis tombée sur des photos de famille que j'avais gardées. Anniversaire d'enfance, avant que tout ne s'abîme. Remise de diplôme, avant le vol. Je les ai regardées sans colère, ni tristesse. Juste reconnaissance d'un autre temps. Je les ai rangées dans un placard. Pas prête à les afficher, pas capable de les jeter. Peut-être qu'un jour, elles signifieraient autre chose. Pour l'instant, elles restaient archivées. Preuve d'une vie que j'avais quittée, preuve que j'avais survécu et reconstruit. Une collègue m'a invitée à boire un verre. J'ai accepté. Conversation légère, sur le travail, la ville. Quand elle m'a demandé si j'avais de la famille, j'ai dit que j'étais fille unique. Le mensonge est sorti tout seul. Une barrière dès le début. Elle n'a pas insisté. Peu à peu, l'appartement est devenu un foyer. Les meubles ont été livrés, les tableaux accrochés, la cuisine remplie. Chaque choix m'appartenait, sans compromis. J'ai peint un mur en bleu profond, juste parce que j'en avais envie. Le travail absorbait mon énergie, mais les week-ends m'appartenaient. J'explorais seule. Musées, parcs, restaurants, sans tenir compte des préférences de personne. Une vie façonnée selon mes termes, mes choix, mon calme. 6 mois après mon arrivée, j'ai reçu un courrier transféré par Nicolas. Une notification officielle indiquant la fin de l'approbation de Vanessa. Toutes les conditions remplies. Restitution intégrale effectuée. Je l'ai déchiqueté sans cérémonie. Les saisons ont changé. Nouveaux projets, nouvelles responsabilités. J'excellais au travail. Reconnaissance sans drame familial, sans ombre portée. Mes collègues me connaissaient comme fiable, compétente. Le passé, sans importance. 1 an après le déménagement, je me sentais enracinée. Des amitiés construites par choix, à travers le travail et les loisirs. Une vie complète, sans le chaos. La fille qu'on comparait sans cesse et qu'on disait pas à la hauteur, avait construit quelque chose de tout à fait à elle. Parfois, tard dans la nuit, je me demandais comment ils allaient. Si la santé de maman s'était améliorée. Si papa jardinait encore. Si Vanessa avait vraiment changé. Ou juste appris à mieux dissimuler. Mais le matin me ramenait à l'essentiel. Ma vie, mon futur. La liberté avait un goût étrange. Je ne vérifiais plus mes relevés de crédit tous les jours. Je ne sautais plus à chaque appel inconnu. Je ne portais plus le poids des dysfonctionnements familiaux. Seulement, un élan, vers l'avant. J'avais perdu une famille, mais je m'étais retrouvée moi-même. La plupart du temps, c'était un échange qui en valait la peine. Certains ponts brûlent pour éclairer le chemin. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation, mais par une reconnaissance, que la distance, elle aussi, peut guérir. La femme qui tapait des rapports dans son bureau d'angle n'avait plus rien à voir avec la fille autrefois blâmée pour les échecs de sa sœur. Évolution par destruction et reconstruction. La métaphore du phénix aurait été trop grandiloquente pour la satisfaction discrète d'une vie récupérée. Mon histoire avait pris une autre voie, plus aucun chapitre commun. Juste l'écho de ce qui avait été et la réalité de ce qui est. Une carrière florissante, des finances stables, une existence apaisée,
Tout ce qu'il disait que j'avais volé à Vanessa, je l'avais construit moi-même. L'ironie ne m'échappait pas. Elle avait tenté de me voler ma vie et m'avait, à la place, libéré de la leur. L'ultime conséquence involontaire. Ces actes avaient rompu des liens que je n'aurais jamais osé couper. Une libération forcée, née de la trahison. J'ai fermé mon ordinateur portable. Une autre journée productive s'achevait. Demain apporterait de nouveaux défis, sans aucun lien avec le passé. Le passé appartenait enfin au passé. L'avenir, vraiment mien. Pas de regard en arrière, pas de regrets, pas besoin de réconciliation. Juste l'avant, toujours l'avant, vers une vie façonnée uniquement par mes choix.